1er mai 1945, Adolf Hitler est mort. Berlin tombe aux mains des Soviétiques. Le Troisième Reich s'effondre sous nos yeux. Les armées américaines et britanniques contrôlent l'Allemagne de l'Ouest. Le régime nazi, qui avait promis 1000 ans, s'achève après 12 ans. Et un amiral de la marine, qui a passé toute sa carrière en mer, se retrouve soudain à la tête de ce qui reste de l'Allemagne nazie. Karl Dönitz, grand amiral, commandant de sous-marins. Le choix final est inattendu d'Hitler. Il ne dispose d'aucune armée opérationnelle à commander, aucun territoire sûr à gouverner, aucun espoir réaliste de victoire, ni même de résistance significative. Pourtant, pendant les 20 jours suivants, il présidera le gouvernement de Flensbourg, tentant de négocier les conditions de la capitulation, tandis que des millions de civils et de soldats allemands fuient vers l'ouest devant l'avancée de l'armée soviétique. Comment un tacticien de sous-marin devient-il le dernier Erzstiadischer, dirigeant du Troisième Reich? Pourquoi Hitler a-t-il court-circuité tous les dirigeants politiques nazis, Göring, Himmler, Goebbels, pour choisir un officier de marine? La solution réside dans une carrière entièrement fondée sur la loyauté et la compétence en mer. Mais ce moment impossible a commencé des décennies plus tôt. Le 16 septembre 1891, Karl Dönitz naquit à Grünau, près de Berlin, fils de l'ingénieur Emil Dönitz et d'Anna Bayer. Son avenir s'annonçait bourgeois, respectable et sans histoire, jusqu'à son enrôlement dans la marine impériale allemande en 1910. La Première Guerre mondiale a marqué son parcours. Il a d'abord servi sur le croiseur SMS Breslau en Méditerranée avant d'être transféré aux U-Boot en 1916. En tant que commandant du sous-marin UB-68, il a dirigé des opérations en Méditerranée jusqu'au naufrage du bâtiment en octobre 1918. Capturé par les forces britanniques, Dönitz passa 9 mois en captivité. Cette expérience ne le découragea pas. Au contraire, elle le convainquit du potentiel stratégique dévastateur de la guerre sous-marine. Après la guerre, Dönitz a reconstruit sa carrière au sein de la marine de la République de Weimar, considérablement réduite. En 1934, il commandait le croiseur Emden. Puis vint 1935, sa nomination comme commandant de la flottille de sous-marins. C'est ici que Dönitz a mis au point les tactiques de meute de sous-marins qui allaient définir sa légende. Des groupes coordonnés de sous-marins traquant les convois alliés lors d'attaques concertées. Une efficacité maximale. Une létalité maximale. Cette expertise le propulserait au plus haut commandement naval. Janvier 1943. Dönitz remplaça Erich Raeder comme commandant en chef de la Kriegsmarine et fut promu grand amiral, le plus haut grade de la marine allemande. Sous son commandement, les opérations des U-Boats s'intensifièrent considérablement. Il autorisa la guerre sous-marine à outrance, violant le protocole naval de Londres de 1936, en ordonnant des attaques contre des navires neutres sans avertissement. Ces directives déconseillaient explicitement le sauvetage des survivants des navires torpillés, privilégiant la sécurité des sous-marins aux considérations humanitaires. Entre 1944 et 1945, les progrès technologiques des Alliés avaient inversé la tendance. Amélioration des radars, avions à long rayon d'action, tactiques d'escorte de convois. La flotte de sous-marins était systématiquement anéantie. Plus de 30 000 marins allemands périrent. 648 sous-marins furent perdus. Pourtant, Dönitz poursuivit les opérations, convaincu qu'elles détournaient des ressources alliées d'autres théâtres d'opérations. Le 1er février 1944, il adhéra officiellement au parti nazi, recevant le numéro de membre 9664 et le 1999, et l'insigne d'or du parti. Sa loyauté envers Hitler était absolue. Son adhésion idéologique au nazisme était sans équivoque. Alors que le Reich s'effondrait autour d'eux, Hitler se souvint de ceux qui lui étaient restés fidèles. 29 avril 1945. Hitler, piégé dans son bunker berlinois sous les obus de l'artillerie soviétique, rédigea son testament. Hermann Göring fut exclu. Il avait tenté de négocier la reddition, ce qu'Hitler considérait comme une trahison. Heinrich Himmler fut exclu.
Les services de renseignement britanniques avaient révélé ses contacts secrets avec les Alliés. Hitler avait besoin de quelqu'un d'une loyauté irréprochable, qui n'ait pas cherché à se sauver par des manœuvres secrètes. Il a choisi Karl Dönitz, pas un homme politique, pas un idéologue de la première heure. Un officier de marine dont l'unique préoccupation était les opérations militaires et la loyauté envers le Führer. Le 30 avril 1945, vers 15h30, Hitler s'est suicidé. Le message parvint à Dönitz par radio plus tard dans la soirée. Le 1er mai, il a officiellement pris la tête du Reich en tant que président et commandant suprême de la Wehrmacht. Le Troisième Reich appartenait désormais à un amiral. Quelques heures plus tard, Dönitz allait hériter de l'impossible. Le 1er mai 1945, Dönitz établit son gouvernement à Flensburg, une ville proche de la frontière danoise, le seul territoire encore nominalement sous contrôle allemand. Il nomma Lutz Graf Schwerin von Krosigk Premier ministre et constitua un cabinet à partir des derniers dignitaires nazis. Dönitz s'est adressé au peuple allemand, présentant la mort d'Hitler comme un sacrifice héroïque dans la lutte contre le bolchevisme. Sa stratégie était calculée, poursuivre la résistance contre les soviétiques à l'Est tout en cherchant à obtenir une capitulation partielle face aux alliés occidentaux. L'objectif était humanitaire, tenir les positions à l'Est suffisamment longtemps pour permettre à environ 2,5 millions de civils et de soldats allemands de fuir vers l'Ouest face à l'avancée soviétique en direction des zones britanniques et américaines. Les Alliés refusèrent immédiatement. Le général Eisenhower exigea une capitulation sans condition sur tous les fronts simultanément. Aucun accord partiel, aucun traitement de faveur. Il était hors de question d'instrumentaliser les puissances occidentales contre les soviétiques. Capitulation totale ou poursuite de la guerre. Dönitz n'avait aucun moyen de pression, aucune armée capable d'opposer une résistance durable. Mais les Alliés n'accepteraient pas une reddition partielle. 7 mai 1945. Reims, France. Quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées. Dönitz autorisa le général Alfred Jodl à signer l'acte de capitulation sans condition. Toutes les forces armées allemandes cesseraient les opérations de combat à compter de 23h le 8 mai 1945. La guerre en Europe était officiellement terminée. Dönitz s'est de nouveau adressé au peuple allemand, reconnaissant la défaite mais soulignant que la reddition avait permis d'éviter un bain de sang insensé supplémentaire. Son gouvernement avait atteint son objectif principal. Des millions d'Allemands avaient fui vers l'Ouest avant que l'occupation soviétique ne se consolide. Les forces allemandes à l'Est se sont rendues aux Soviétiques. Les unités du front occidental ont déposé les armes face aux forces britanniques et américaines. Après 5 ans et 8 mois de guerre, après des dizaines de millions de morts, la Seconde Guerre mondiale prit fin en Europe. Mais Dönitz resta au pouvoir. Le gouvernement de Flensburg existait toujours, tenait toujours des réunions de cabinet, tentait toujours d'exercer des fonctions administratives. Pourtant, le gouvernement de Flensburg continuait d'exister. Du 8 au 23 mai 1945, pendant 15 jours surréalistes, le gouvernement de Flensburg s'est retrouvé dans un purgatoire bureaucratique. Dönitz a tenu des réunions de cabinet. Ses ministres ont tenté d'assurer la continuité administrative, traitant les dossiers administratifs et ne donnant de directives à personne. Ils espéraient que les alliés occidentaux les reconnaîtraient comme une autorité de transition plutôt que comme un vestige nazi, peut-être comme un gouvernement provisoire destiné à prévenir le chaos. Les Alliés ont refusé catégoriquement. À leurs yeux, le gouvernement de Flensburg était illégitime, une continuation de l'autorité nazie qui nécessitait une dissolution complète. Dönitz ne contrôlait aucun territoire, il ne commandait aucune force armée, il ne possédait aucune autorité au-delà de celle que lui reconnaissait son propre cabinet. Un gouvernement sans pouvoir, un dirigeant sans pays, une bureaucratie sans raison d'être. 23 mai 1945. Les forces britanniques ont exécuté l'opération Blackout. Le 23 mai, la mascarade a pris fin.
Le 23 mai 1945, les troupes britanniques prirent d'assaut le quartier général de Flensburg. Dönitz, Jodl et l'ensemble du gouvernement furent arrêtés. La dernière instance nazie organisée fut dissoute. Novembre 1945, les procès de Nuremberg débutent. Dönitz est accusé de 3 chefs d'accusation: complot en vue de commettre des crimes contre la paix, planification de guerre d'agression et crimes de guerre liés à la guerre sous-marine à outrance. Sa défense a plaidé qu'il était un officier militaire professionnel suivant la doctrine navale légitime et non un dirigeant politique. Octobre 1946. Le verdict a été rendu: coupable des chefs d'accusation 2 et 3, non coupable de complot. Peine 10 ans à la prison de Spandau. Une clémence remarquable. Hermann Göring fut condamné à mort. Rudolf Hess fut condamné à la prison à vie. Dönitz n'écopa que de 10 ans de prison. Le tribunal a noté que l'amiral américain Chester Nimitz avait témoigné que les sous-marins américains utilisèrent des tactiques de guerre sans restrictions similaires dans le Pacifique. Le 1er octobre 1956, après avoir purgé sa peine, Dönitz fut libéré. Après 10 ans d'emprisonnement, il vivrait encore un quart de siècle. Dönitz se retira à Hommühle, en Allemagne de l'Ouest. En 1958, il publia ses mémoires « 10 ans et 20 jours », défendant son parcours dans la marine et refusant de condamner l'idéologie nazie. Il perçut une pension d'État en tant qu'amiral à la retraite. Il n'exprima jamais de remords. 24 décembre 1980. Karl Dönitz est décédé à l'âge de 89 ans. Le gouvernement ouest-allemand a refusé d'organiser des funérailles nationales. Les militaires n'ont pas été autorisés à y assister en uniforme. Le dernier dirigeant de l'Allemagne nazie est mort paisiblement, sans remords, des décennies après l'avoir dirigé pendant seulement 20 jours.